La femme a dit, si tu n'aimes pas le mariage libre, pars. J'ai souri, d'accord, mais ta sœur veut. Enlève tes mains de ma femme. Je ne me souviens même pas avoir décidé de le dire. Les mots sont juste sortis de moi, vifs et assez forts pour couper court à la musique jazz et attirer tous les regards de la pièce droit sur nous. Le type, un homme sec et nerveux dans une chemise en lin bleu que je ne reconnaissais pas, avait le bras nonchalamment passé autour de la taille de Mélissa. Pas une étreinte amicale sur le côté. Non, c'était un geste bas, possessif, comme s'ils étaient intimes. Trop intimes. Mélissa s'est figée une fraction de seconde, puis s'est légèrement tournée vers moi avec un sourire amusé, comme si c'était drôle. Il a finalement lâché prise et a reculé. Et, oh, mec, a dit le type, les mains en l'air. Je ne voulais pas faire de mal. Je disais juste bonjour. On ne dit pas bonjour comme ça à la femme d'un autre homme, ai-je lâché. Ma voix ne criait pas encore, mais elle portait. Quelque part derrière moi, un verre de vin a teinté sur le comptoir. Les invités étaient silencieux maintenant. Figés en plein rire, en pleine bouchée. L'odeur d'ail rôti et de pinot noir flottait, épaisse, dans l'air. Le sourire de Mélissa a à peine bougé. Jacques, dit-elle d'un ton léger. Ne fais pas de scène. Je me suis tourné vers elle, m'efforçant de garder ma voix stable. Qui est-ce? C'est un ami, a-t-elle répondu avec un haussement d'épaule, son ton presque moqueur. De mon ancien groupe de yoga. Détends-toi. Un ami qui t'attrape la taille comme s'il vérifiait si tu as perdu du poids. Jacques, sifflait-elle alors, l'irritation traversant son visage. On peut ne pas faire ça devant tout le monde? Non, en fait, ai-je dit en m'avançant vers le type. Tu peux partir maintenant. Il a jeté un coup d'œil à Mélissa, puis m'a regardé et a eu un petit rire sec. C'est à ce moment-là que ma main a atterri sur son épaule, et je l'ai poussé droit à travers les portes-fenêtres ouvertes. Il a trébuché dans l'herbe avec un grognement, renversant une lanterne décorative dans sa chute. Des halètements tout autour. J'ai entendu quelqu'un marmonner, bordel, derrière moi. Mélissa s'est précipitée vers moi, les yeux fous maintenant, la voix basse mais acérée. Tu as perdu la tête? J'ai ignoré les invités. Je me fichais des voisins, du syndic de copropriété ou des rumeurs qui allaient se propager dans le quartier. Je la fixais comme si je ne la reconnaissais même pas. Tu laisses un étranger te toucher comme ça? Dans notre maison, pendant notre fête? Mélissa a croisé les bras et m'a défié du regard. Ce n'est pas un étranger pour moi. Oh, c'est réconfortant, ai-je ricané. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes? Quoi que ce soit. Son ton est devenu glacial. Tu es ridicule. J'ai bu 2 verres de vin. Ce n'était rien. J'ai secoué la tête. Tu ne t'es pas écarté. Tu as souri. Peut-être que j'aime l'attention, dit-elle assez fort pour que toute la pièce entende. Dieu sait que quelqu'un devrait m'en donner. Un silence stupéfait a envahi la pièce. Même le type que j'avais jeté dehors n'a pas essayé de rentrer. Il est juste resté là, sous les guirlandes lumineuses, se frottant le coude et l'air perdu. J'ai regardé nos amis, nos soi-disant amis, debout en petits groupes, leur verre à mi-chemin de leurs lèvres, faisant semblant de ne pas regarder, mais ils le faisaient. Tous. Chaque personne avait entendu ça. Mélissa n'a pas bronché. Voilà, tu es content? Tout le monde a entendu ta petite crise de colère. Et maintenant? J'ai cligné des yeux, la poitrine serrée, comme si tout l'oxygène avait disparu de la pièce. Je savais que quelque chose n'allait pas entre nous depuis un moment. Mais ça, ce coup de poing dans l'estomac en public, je ne l'avais jamais vu venir. Elle est passée devant moi comme si elle ne venait pas de briser la dernière illusion du mariage que nous avions construit. Je suis resté là un instant de plus, les épaules tendues, les poings serrés. Les gens ont recommencé à bouger. Des chuchotements, des toux gênés, le bruit d'une chaise qu'on racle. Quelqu'un a murmuré, on devrait y aller? Ouais, probablement. Mais moi? Je suis juste resté là, à regarder la nuit, me demandant comment la femme que j'avais épousée était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais même plus. Et ça, ce n'était que le début. Le lendemain matin de cette fête à la maison, c'était comme marcher à travers les décombres d'une tempête qui n'avait pas tout à fait fini de tout détruire. J'étais assis au bord du coin repas, fixant d'un air absent une tasse en céramique dans laquelle je ne buvais même pas. Mes paumes reposaient sur la surface fraîche de la table, stable,
silencieuse. Mais à l'intérieur, tout était fissuré et en ébullition. Mélissa se tenait au comptoir, le dos tourné, se servant du café comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Pas d'excuses boiteuses. Pas de « désolé pour la scène ». Juste 2 tasses, de la crème, une cuillère à café, des tintements et un silence désinvolte. « Tu vas vraiment faire comme si hier soir était normal ?» ai-je demandé, brisant enfin le silence. Elle s'est tournée à moitié, assez pour que j'aperçoive ses yeux fatigués. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Jacques ? Je veux que tu dises qui était ce type. » « Je te l'ai dit, » dit-elle en versant du café dans ma tasse. « Il s'appelle Daniel. C'est un vieil ami. » Je la fixais, observant ses mouvements, calmes, sans hâte, son peignoir bien serré à la taille, les cheveux relevés en chignon comme si c'était juste un autre dimanche matin tranquille, et non les séquelles d'un mariage qui se fissurait en deux. Les vieux amis ne s'enroulent pas autour de la taille des femmes mariées, ai-je marmonné. Mélissa a soupiré et s'est appuyée contre le comptoir, portant sa tasse à ses lèvres. Tu en fais toute une histoire. Il avait sa main sur toi comme si tu lui appartenais. C'était une étreinte, dit-elle d'un ton neutre. Ce n'était pas une étreinte. Elle a levé les yeux au ciel et a laissé échapper un rire qui sonnait trop fragile pour être vrai. D'accord, c'était une étreinte d'ivrogne. Content maintenant ? Non, ai-je dit. Je ne le suis pas, son ton a changé, léger et taquin maintenant, comme si elle pouvait s'en sortir par une blague. Tu aurais dû boire quelques verres de plus toi aussi. Te détendre. Peut-être que tu n'aurais pas jeté notre invité dans le jardin comme un personnage de mauvais film. Je n'ai pas ri, je n'ai pas cligné des yeux. Et peut-être que tu ne m'aurais pas humilié devant la moitié du quartier si tu n'étais pas si à l'aise avec le fait de franchir les limites. Le sourire de Mélissa a vacillé, juste une fissure, mais assez pour que je voie derrière. Elle m'a de nouveau tourné le dos, tripotant la crème. Jacques, j'étais pompette. Je me suis laissé emporter, mais ça ne voulait rien dire. Tu as dit autre chose hier soir. Quelque chose que je n'ai pas manqué. Elle a hésité. De quoi tu parles ? Tu as dit peut-être que j'aime l'attention, ma voix était calme mais basse. Ferme. Tu le pensais ? Elle a posé la crème un peu trop fort. Tu déformes les choses. Non, j'entends enfin les choses pour ce qu'elles sont. Mélissa a expiré lentement et s'est approchée, posant mon café devant moi comme une offrande de paix. Bois ça, dit-elle doucement. Et arrête d'agir comme si tout notre mariage avait explosé à cause d'une seule étreinte. Je n'ai pas touché la tasse. Ce n'était pas une seule étreinte, Mélissa. C'était la vérité qui suintait à travers. Elle n'a pas répondu. Au lieu de ça, elle a tiré une chaise en face de moi et s'est assise, croisant les jambes. Tu sais que je suis sociable, Jacques. Je parle. Je touche. C'est ce que je suis. J'ai toujours été comme ça. Tu le sais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, et tu le sais. Alors de quoi s'agit-il ? A-t-elle défié, croisant mon regard. Tu penses vraiment que je te trompe ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais un instinct. Et l'instinct suffisait à me secouer plus que je ne voulais l'admettre. Tu veux savoir ce que je pense ? Ai-je dit. Je pense que cet homme n'a pas eu l'air surpris quand je t'ai appelé ma femme. Sa mâchoire s'est crispée juste une seconde. Tu interprètes trop. Alors arrête de me donner des raisons de lire entre les lignes. Elle s'est relevée, a pris sa tasse et s'est dirigée vers le couloir. Je ne vais pas faire ça avec toi toute la journée, Jacques. Si tu comptes bouder et jouer au détective, fais-le sans me faire culpabiliser. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir, chacun de ses pas calmes et désinvoltes, comme si rien dans son monde n'avait changé. Mais le mien, si. Complètement. Et dans cette cuisine silencieuse, avec un café que je ne boirais pas et l'odeur de crème à la vanille dans l'air, je suis resté assis à me demander quand la personne que j'avais épousée était devenue une étrangère qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Cet après-midi-là, j'avais besoin d'air. Pas seulement d'oxygène, mais d'espace. De distance avec la maison, avec l'odeur de crème à la vanille encore accrochée à ma chemise, avec l'écho de la voix de Mélissa quand elle avait dit « Tu en fais toute une histoire ». J'ai envoyé un SMS à Chris, t'es dans le coin. Il a répondu 2 minutes plus tard, toujours. Tu conduis ou je passe te prendre ? On s'est retrouvé chez Murphy S,
un endroit discret à la périphérie du centre-ville d'Austin, où les lumières sont toujours tamisées et où personne ne pose de questions. Des banquettes en vinyle craquelées. Un barman qui ne sourit que si on lui donne un double pourboire. Le genre d'endroit où l'on va quand sa vie est sur le point de basculer et qu'on ne veut l'expliquer qu'à la seule personne qui sait déjà. Chris était déjà au bar, sirotant une chinée et faisant défiler son téléphone quand je suis entré. Il a levé les yeux, sans se presser. Tu as l'air d'être passé au mixeur. C'est l'impression que j'ai, ai-je marmonné en tirant le tabouret à côté de lui. Une bière aussi. Il a haussé un sourcil. C'était si grave que ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé droit devant moi pendant que le barman nous faisait glisser 2 bouteilles fraîches. J'ai bu la moitié de la mienne avant de parler. Elle a enlacé un autre homme chez nous, pendant notre fête. Il avait la main sur sa taille comme s'il partageait un prêt immobilier. Chris a lentement penché la tête. Et tu l'as jeté dans le jardin. Il le méritait? Il n'a même pas bronché quand je l'ai appelé ma femme. Chris a eu un rire sec et s'est penché en arrière. Classique. Je lui en ai parlé ce matin. Elle a dit que ça ne voulait rien dire. Elle a prétendu qu'elle était ivre. Elle ment. Je me suis tourné vers lui, la mâchoire serrée. Tu n'as même pas entendu toute l'histoire. Je n'en ai pas besoin, Jacques. Je te connais depuis qu'on est gamin. Tu n'es pas du genre jaloux, ni à faire des histoires. Si ça t'a secoué, c'est parce que c'était réel. J'ai dégluti difficilement, la bière avait un goût amer. Chris a continué, plus bas maintenant. Une femme bien ne flirte pas à une fête alors que tu es à 3 mètres d'elle. Une femme bien n'humilie pas son mari devant ses amis. Elle a dit que ça ne voulait rien dire. Elles le disent toujours, a-t-il marmonné, fixant son verre. Mais voilà ce que je sais. Rien n'arrive par hasard. Pas ce genre de contact, pas ce genre de silence après. Et certainement pas ce genre d'attitude le lendemain matin. Je me suis frotté les tempes, le poids de tout ça retombant sur moi. Je n'arrête pas d'essayer de me convaincre que ce n'est pas ce que ça semble être. Chris s'est penché en avant, la voix basse. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas parlé. La réponse était déjà au fond de mon estomac, lourde comme une pierre. Je ne sais pas ce qu'elle cache, ai-je finalement dit. Mais je sais qu'elle n'est pas la femme que je croyais qu'elle était. Chris a hoché la tête lentement. Alors n'attends pas en espérant qu'elle redevienne quelqu'un qu'elle n'a jamais été. Je l'ai regardé, fatigué. Tu ferais quoi? Il n'a pas hésité. Je lui donnerai une chance. Une seule. Je lui expliquerai les choses clairement. Je la laisserai prouver qui elle est. Si elle échoue, je partirai. J'ai fini le reste de ma bière d'une longue traite et me suis redressé. Ouais, une dernière chance. Chris a levé sa bouteille. À la vérité, aussi moche soit-elle. Nous avons trinqué et j'ai regardé vers la rue à travers la fenêtre du bar. La journée était encore lumineuse, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'espérais pas le soleil. Je me préparais à affronter la suite. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, le soleil déclinait, peignant les murs de notre salon d'une lumière dorée et chaude qui semblait trop paisible pour ce que j'étais venu dire. Mélissa était recroquevillée sur le canapé avec un plaid, faisant défiler son téléphone comme si rien n'avait changé, comme si la fête, la confrontation, le silence entre nous, rien de tout ça n'avait de poids. Elle a brièvement levé les yeux quand je suis entré. « Salut », a-t-elle dit. Désinvolte. Trop désinvolte. On peut parler? Elle a un peu étiré ses jambes, clairement pas pressée. Bien sûr. Tu vas jeter quelqu'un d'autre par la fenêtre ou juste me faire la morale cette fois? Je n'ai pas souri. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai pris le fauteuil en face d'elle et me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Je suis sérieux, Mélissa. J'ai besoin que tu m'écoutes. Elle a soupiré et a posé son téléphone avec un bruit théâtral. Très bien, Jacques. Je t'écoute. J'ai pris une profonde inspiration. Ce qui se passe entre nous, ça ne marche pas, et je ne ferai plus semblant. C'est encore à propos de Daniel? Dit-elle, la voix s'élevant légèrement. Parce que je t'ai déjà dit. Non, ai-je coupé fermement. Il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de respect, ou de son absence. Ses yeux se sont plissés. Alors maintenant, je suis irrespectueuse. Je dis,
ai-je dit lentement, délibérément, qu'une femme mariée n'agit pas comme si elle était célibataire. Pas à une fête, pas dans sa propre maison, et pas devant son mari. Mélissa s'est redressée, son visage se crispant. Tu agis comme si je l'avais embrassée, comme si je sortais en cachette avec d'autres hommes. C'était un moment. C'est tout. Non, ai-je répété. Un moment, c'est un dérapage. Ça, c'est une habitude. Tu n'as pas seulement franchi une limite, tu l'as effacée et tu t'es moqué de moi parce que ça me dérangeait. Elle a ricané. Oh, alors maintenant je suis la méchante parce que je ne supplie pas pour obtenir ton pardon après une étreinte inoffensive. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé. Tu ne m'entends pas, ai-je finalement dit. Je te donne une dernière chance. Une seule. Si tu veux que ce mariage survive, alors prouve-le. À partir de maintenant. Son expression a changé. Surprise, peut-être offensée, mais certainement pas de remords. Alors quoi? Maintenant tu me poses des ultimatums? Non, ai-je répondu calmement. Je te donne un choix. Et si je n'ai pas envie de sauter à travers des cerceaux juste pour te prouver que je t'aime, Jacques? Je me suis levé lentement. Alors tu as déjà fait ton choix. Elle s'est adossée, les bras croisés fermement. Tu penses que tu es la victime dans tout ça? Tu te crois parfait? Non, ai-je dit sans hésitation. Mais je ne suis pas celui qui manque de respect à nos vœux. Le silence s'est étiré entre nous, épais et amer. Mélissa a repris son téléphone, le parcourant avec une indifférence forcée. D'accord, une chance, hein? On verra ce que ça veut dire. Je sais déjà ce que ça veut dire, ai-je dit en m'éloignant. Ça veut dire que j'en ai enfin fini de vivre dans le déni. J'ai quitté la pièce sans me retourner. Et pour une fois, je n'avais pas l'impression d'être celui qu'on laissait derrière. Une semaine. C'est le temps qu'a duré sa promesse. 7 jours de sourires forcés, d'emploi du temps arrangé, et Mélissa faisant semblant de se souvenir soudainement comment être la femme de quelqu'un. Elle a préparé le dîner 2 fois, m'a appelé « chérie » une fois, comme si on était en 2017, et a même fait le lit un matin comme si elle répétait pour un rôle qu'elle n'a jamais voulu. Mais au 8e jour, à 21h, elle était partie. Pas de mots, pas d'explication. Pas de « Salut Jacques, je sors ». Juste du parfum dans le couloir et le son lointain des talons aiguilles claquant sur les marches de notre perron. Je ne demandais même plus. La première nuit, elle est rentrée tard à nouveau. J'étais encore sur le canapé quand j'ai entendu la serrure tourner vers 3h12 du matin. Je n'ai pas bougé, j'ai juste fixé l'écran noir de la télévision, mon reflet faible dans la vitre comme un homme attendant un fantôme. Elle est entrée, les talons à la main, son maquillage bavé au coin des yeux. Elle s'est figée en me voyant encore éveillé. Oh, dit-elle, aussi désinvolte que possible. Tu es debout. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête une fois et éteint la lampe à côté de moi. La deuxième nuit, même chose, cette fois plus près de 4 heures. Elle a essayé de prendre ça à la légère. Elle a dit qu'elle était allée danser avec les filles du travail. Sa voix était enjouée, mais ses yeux étaient fuyants. Tu n'as pas à m'attendre, tu sais, dit-elle en dézippant ses bottes. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit d'un ton neutre. C'était tout. Pas de dispute, pas de sermon, juste le genre de silence qui dit « Je vois déjà clair en toi ». La 4e nuit, j'ai arrêté de m'asseoir sur le canapé. J'ai commencé à m'asseoir avec mon ordinateur portable à la place. Ça a commencé par des noms. Daniel. Je n'avais pas de nom de famille, aucune idée de qui il était. Juste un nom et un visage suffisant gravés dans ma mémoire. J'ai parcouru les réseaux sociaux de Mélissa, cherchant des photos, des commentaires, des identifications. Rien. Aucune trace de lui. Mais ensuite, LinkedIn. Un ancien contact d'un studio de yoga où elle allait il y a 2 ans. Son nom est apparu dans les « personnes que vous pourriez connaître ». Daniel Lévy. Profil privé. Vente de logiciels. Dallas. Marié, 2 enfants. Intéressant. Le nom suivant que j'ai cherché était celui d'une certaine Lee. J'avais entendu Mélissa lui parler au téléphone en haut-parleur une fois, gloussant, chuchotant, ne dis pas ça, il est à la maison. Apparemment, Lee était l'ami avec qui elle sortait le plus. J'ai fouillé dans les publications publiques, les photos identifiées, les photos de brunch,
Les toilettes de boîte de nuit éclairées en rose néon. Mélissa était sur 2 d'entre elles. L'une avait la date. La même nuit où elle avait dit qu'elle était à la baby shower de Sarah. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai juste continué à creuser. Je ne cherchais pas à la surprendre dans une trahison cinématographique. Je n'attendais pas de trouver des reçus d'hôtel ou des lettres d'amour. J'avais juste besoin du mensonge. D'une preuve concrète que je pourrais brandir et dire, c'est là que tu as cessé de me choisir. Parce que le pire, ce n'était pas les fêtes, les robes ou les types mystérieux. C'était la façon dont elle rentrait maintenant, comme si la maison n'était plus la sienne, comme si elle n'appartenait plus à rien, pas même au silence entre nous. Vendredi soir, elle est repartie, prétextant un dîner de networking tardif, portant une robe rouge que je n'avais pas vue depuis des années. Elle l'a gardée autrefois pour nos anniversaires. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai expiré et ouvert son ordinateur portable. J'ai hésité, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce qu'une partie de moi espérait encore ne rien trouver. 10 minutes plus tard, je savais que j'avais eu raison de regarder. Un brouillon de mail, jamais envoyé. Adressé à Danny. La nuit dernière était intense. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Tu me fais me sentir à nouveau vivante. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste relu. Vivante à nouveau. Et à ce moment précis, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas seulement cessé de me choisir. Elle avait commencé à choisir autre chose. Alors, j'ai fermé l'ordinateur, éteint la lumière et je me suis assis dans le noir avec ma décision. Plus d'avertissement. La prochaine fois qu'elle mentirait, je serais déjà parti. Samedi après-midi, je me suis surpris à fixer mon téléphone plus longtemps que d'habitude. Mon pouce planait sur un contact que je n'avais pas utilisé depuis des années, Emily Carson, la sœur cadette de Mélissa. La dernière fois que je l'avais vue, elle avait un piercing au septum, les cheveux turquoise et une bouteille de quelque chose de douteux dans son sac. Toujours bruyante, toujours sans filtre. Emily avait un feu en elle qui effrayait Mélissa. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai envoyé un SMS, Emily, c'est Jacques. On peut se voir? Elle a répondu en moins d'1 minute, je m'attendais pas à ça. C'est toi qui paies le café? Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille en bordure de Hill Park, où les tables étaient ébréchées, la musique douce, et personne ne levait la tête quand la porte s'ouvrait. Emily était déjà là, sirotant quelque chose de vert dans un bocal maçon. Elle avait l'air différente. Cheveux naturels, yeux calmes. Elle s'est levée à mon approche. Jacques, dit-elle en remontant ses lunettes de soleil dans ses cheveux. L'enfer a gelé ou tu es vraiment en train de t'asseoir avec moi? Je me suis dit que tu serais honnête, ai-je dit en tirant une chaise. Pas de langue de bois. Elle a penché la tête, m'étudiant un instant. Tu as l'air d'en avoir bavé. C'est le cas. Elle s'est penchée en avant, les coudes sur la table. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas perdu de temps. Y a-t-il quelque chose que j'aurais dû savoir sur ta sœur avant de l'épouser? Emily a cligné des yeux une fois. Puis elle s'est penchée en arrière et a laissé échapper un petit sifflement. Tu veux vraiment la réponse? Oui. Elle a remué sa boisson avec le bout de sa paille. Mélissa a toujours eu cette sorte de double personnalité. Il y a la version qu'elle montre au monde, polie, impeccable, l'épouse parfaite. Et puis il y a le côté avec lequel j'ai grandi. Continue. Au lycée, elle sortait avec 2 garçons en même temps. L'un était au conseil des élèves, l'autre jouait de la batterie dans un groupe de bar. Aucun ne connaissait l'existence de l'autre pendant 1 an. Je n'ai pas bronché. J'ai juste hoché la tête, absorbant. À l'université, Emily a eu un sourire sans joie, elle était la reine de la manipulation. Garçon, fille, professeur. Mélissa pouvait se sortir de n'importe quelle situation par le charme. Il ne s'agissait pas d'amour, Jacques. Il s'agissait d'attention, de contrôle. Et tu ne me l'as jamais dit. Elle a secoué la tête lentement. Elle m'a supplié de ne pas le faire. Elle a dit que tu étais différent. Que tu voyais la version d'elle qu'elle voulait être. Et pendant un moment, je l'ai cru. Elle semblait sincère. Et maintenant? Emily a croisé mon regard. Maintenant, je pense qu'elle s'est ennuyée. Et Mélissa ne supporte pas l'ennui. Je suis resté assis là, en silence,
regardant ces mots se déposer comme de la poussière sur tout ce que j'avais cru. Elle n'est pas méchante, Jacques, a dit Émilie plus doucement. Mais elle joue des rôles. Elle l'a toujours fait. Et une fois qu'elle se sent enfermée, elle brûle la boîte. Je me suis penché en arrière, les bras croisés, fixant la condensation qui coulait sur ma tasse de café. Depuis combien de temps tu te doutes de quelque chose? Émilie a hésité. Depuis qu'elle a posté cette photo de vous deux avec les pulls de Noël assortis. Elle n'a jamais porté de pull en grandissant. Elle détestait ça. Elle disait que c'était de la propagande pour les gens mariés. Je me souviens avoir pensé, elle recommence à faire semblant. J'ai dégluti difficilement. Émilie s'est penchée vers moi. Je ne te dis pas de la quitter. Je te dis de ne pas laisser l'illusion te rendre aveugle. J'ai hoché la tête lentement, un poids silencieux s'installant dans ma poitrine. Merci, Émilie. Pourquoi? Pour m'avoir dit ce que j'aurais probablement dû savoir avant de dire oui. Ça a commencé par un autre café, puis une promenade dans Ilker Park, puis un long trajet en voiture sans véritable destination. Juste Émilie et moi, à parler, vraiment parler. Il y avait quelque chose de désarmant dans son honnêteté. Des angles vifs adoucis non pas par le temps, mais par sa décision d'arrêter de faire semblant. Elle ne me disait pas ce que je voulais entendre. Elle ne tournait pas autour du pot. Émilie disait simplement les choses, des choses que Mélissa n'avait jamais dites. Tu sais ce qui est bizarre, a-t-elle dit un soir, assise à côté de moi sur un banc de pique-nique pendant que les cigales chantaient. Je n'aurais jamais pensé avoir plus de respect pour toi maintenant que lorsque tu jouais au mari loyal. J'ai jeté un coup d'œil de côté vers elle. Pourquoi ça? Parce que la loyauté n'est noble que lorsqu'elle est réciproque. Sinon, c'est juste de l'auto-sabotage avec une meilleure image. J'ai ri, et ça m'a paru étrange, étranger, comme de la poussière secouée de l'intérieur de mes côtes. Tu penses vraiment qu'elle a cessé de m'aimer? Émilie a haussé les épaules. Je ne pense pas qu'elle t'ait jamais aimé comme tu l'as aimé. Celle-là a fait mal, mais proprement. Elle n'essayait pas de me blesser, juste d'être franche avec moi. Et je me suis senti attiré par ça, encore et encore. Pas de manière romantique, pas comme ça. Pas encore. Mais autre chose avait commencé. Une attraction. Un magnétisme silencieux enraciné dans quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la sécurité. La troisième fois que nous nous sommes vus, c'est moi qui lui ai envoyé le premier SMS. Café? Elle répondait en quelques secondes. Toujours. À la maison, les choses se refroidissaient d'heure en heure. Mélissa est rentrée tard à nouveau, talon à la main, veste glissant d'une épaule. Elle s'est figée en me voyant déjà au lit, éveillée, adossée à la tête de lit, en train de lire. Tu es au lit tôt, dit-elle, essayant d'être nonchalante. Il est 23h30. J'étais sortie avec Lee, dit-elle en se dirigeant vers le placard. Pour le travail. Je n'ai pas répondu. Elle a fait une pause, me regardant. Tu ne vas pas me demander comment ça s'est passé? Non, ai-je dit en tournant une page. Mélissa est restée immobile un instant, comme si elle attendait un coup qui n'est jamais venu. Le silence entre nous n'était plus colérique. Il était chirurgical, propre, détaché. Le lendemain matin, elle a préparé des œufs et a versé 2 cafés comme au bon vieux temps. J'ai pris le mien noir, je suis resté près de la fenêtre, je ne me suis pas assis. Elle m'observait. Tu es bizarre, a-t-elle finalement dit. Non, ai-je répondu calmement. Je suis honnête. Pour une fois. Elle a croisé les bras. C'est encore à propos de Daniel? Jacques, je t'ai dit. Il ne s'agit plus de Daniel, ai-je dit sans la regarder. Il s'agit de toi. De tout ça. Elle a bougé, soudainement sur la défensive. Tu m'as à peine parlé de toute la semaine. Je n'avais pas grand-chose à dire. Eh bien, peut-être que tu devrais essayer de dire quelque chose au lieu de bouder comme un gamin de 12 ans. J'ai alors croisé son regard. Tu n'as pas le droit d'être irritée maintenant, Mélissa. Pas après tout ça. Elle a ricané et a attrapé son sac à main. Mon Dieu, tu es épuisant. Je l'ai laissé partir sans un mot. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'avait pas tort. J'étais épuisé, mais pas par le silence. Par le fait de faire semblant. Et maintenant que j'avais arrêté de faire semblant, je réalisais à quel point la paix pouvait être silencieuse,
surtout quand quelqu'un d'autre écoutait enfin. C'était un mardi, calme, ordinaire, juste après 22 heures. Je me brossais les dents, me préparant à me coucher, quand j'ai entendu ses talons claquer dans le couloir comme le tonnerre. Mélissa se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux plissés. Son mascara était parfait. Son ton ne l'était pas. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, d'une voix sèche et acérée. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai continué à me brosser les dents, croisant son regard dans le miroir. « Tu m'as ignoré ?» a-t-elle dit en entrant. « Toute la semaine ? 2 semaines ?» J'ai craché, rincé, et je me suis finalement tourné vers elle. « Je ne t'ai pas ignoré. J'ai juste arrêté de faire semblant. » Elle a ricané. « Faire semblant. » Je me suis appuyé sur le lavabo. Ouais. Faire semblant que c'est normal. Faire semblant que tu rentres à 3 heures du matin et que je ne le remarque pas. Faire semblant que tu vis encore ici comme une épouse. Les narines de Mélissa se sont dilatées. C'est toi qui prends tes distances. Ne retourne pas la situation. Tu parles à peine. Tu ne me touches pas. C'est comme si tu me punissais pour quelque chose que tu imagines que j'ai fait. Pas besoin d'imagination, ai-je dit calmement. Elle s'est approchée, les yeux lançant des éclairs. Alors, quoi maintenant, Jacques ? Tu vas bouder en silence jusqu'à ce que je te supplie de me pardonner d'être sociable, d'avoir une vie ? Il ne s'agit pas du fait que tu sortes, ai-je répondu. Il s'agit du fait que tu ne reviens pas. Pas vraiment. Elle a ri, un rire amer et forcé. Oh, s'il te plaît. Tu as décroché émotionnellement. Tu me regardes à peine. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Une dévotion monastique ? Tu ne peux pas attendre d'une femme qu'elle vive comme une nonne pendant que son mari mesure sa loyauté avec un chronomètre. J'ai haussé les épaules. Je ne savais pas que le respect avait une date d'expiration. Mélissa a pris une profonde inspiration, puis a explosé. Si tu n'aimes pas le mariage libre, Jacques, c'est tout. Voilà. C'était dit. Enfin. J'ai cligné des yeux lentement. Les mots ne m'ont même pas piqué comme je l'avais imaginé. Ils se sont juste installés, froids et familiers. J'ai penché la tête et j'ai souri. Calme, silencieux. D'accord, ai-je dit. Mais ta sœur veut venir avec moi. Elle s'est figée, complètement immobile. Je l'ai vue la frapper. Pas seulement la phrase, mais la vérité derrière. Les heures où j'avais été absent. Le silence dans lequel je m'étais enveloppé. Les conversations dont elle ne s'était jamais souciée de demander. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Sa voix était soudainement mince. Je suis passé devant elle en direction du lit, retirant la couette. Tu m'as entendu. Sa voix s'est brisée alors qu'elle me suivait. Tu es en train de dire que tu vois Émilie ? Non, ai-je dit simplement. Mais elle me voit. Les mains de Mélissa étaient maintenant des poings. Tu es dégoûtant. Je n'ai rien fait que tu n'aies fait avant, ai-je dit sans élever la voix. La différence, c'est que je n'ai pas menti à ce sujet. Elle faisait les 100 pas maintenant, les yeux fous. Alors c'est ça, la vengeance. Tu séduis ma sœur juste pour te venger de moi. J'ai croisé son regard, droit dans les yeux. Non. J'en ai juste marre de perdre mon sommeil pour quelqu'un qui a cessé de s'en soucier il y a longtemps. Émilie ne m'a pas fait me sentir comme ça. C'est toi. Sa voix s'est élevée. C'est ma famille. Tu as dit que c'était un mariage libre, ai-je répondu. Mais maintenant que la porte s'ouvre dans les deux sens, soudainement, c'est un problème. Le souffle de Mélissa sortait en halètement saccadé. Tu ne quitteras pas cette maison avec elle. Tu m'entends ? Je brûlerai tout avant de te laisser partir avec ma sœur. J'ai eu un sourire narquois et j'ai éteint la lumière à côté du lit. Trop tard, Mélissa. C'est déjà ce que tu as fait. La porte a claqué derrière elle assez fort pour faire trembler le cadre. Mais le silence qui a suivi, c'était la paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui s'étirait sur le sol de la chambre comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Mais tout avait changé. Mélissa n'était pas revenue au lit. Je n'étais pas allé la chercher. À 9h30 précise, je suis entré dans un bureau aux parois de verre au 12e étage d'un immeuble du centre-ville. Élégant, stérile, efficace.
Je pouvais voir le dôme du Capitole au loin derrière le bureau de l'avocat, encadré comme un tableau qui ne signifiait plus rien pour moi maintenant. Jack Taylor, a dit l'homme en se levant pour me serrer la main. Nathan Boone. J'ai examiné tout ce que vous avez envoyé. Commençons. Il portait un costume gris anthracite avec une cravate bordeaux et avait une voix comme de l'eau froide. Calme, clair, inébranlable. Je l'ai immédiatement apprécié. Il a ouvert un dossier épais, l'a tourné vers moi et m'a fait glisser un stylo. Votre demande. Divorce simple, pour altération définitive du lien conjugal. Nous demanderons la conservation totale des biens, basée sur des preuves de faute. J'aurai besoin de votre signature sur cette première page. J'ai pris le stylo. Ma main a hésité une seconde. Pas par doute, mais par reconnaissance. C'était ça. La dernière fois que Mélissa définirait ce que nous étions. J'ai signé. Nous étions à mi-chemin de l'examen de la liste des actifs maison, voiture, compte joint quand la porte s'est ouverte brusquement. J'ai besoin de parler à mon mari. Seul. Mélissa se tenait dans l'embrasure de la porte, le souffle court, les yeux flamboyants. Ses cheveux étaient encore ébouriffés par le sommeil, ou plus probablement par une nuit passée à faire les 100 pas. Boone n'a pas bronché. C'est un rendez-vous client confidentiel. Vous devrez. Je suis sa femme, a-t-elle claqué en entrant complètement. Et il n'a pas le droit de faire ça dans mon dos. En fait, a dit Boone calmement, il en a le droit. La loi du Texas permet à l'une ou l'autre des parties d'engager une procédure sans en informer l'autre jusqu'à ce que l'assignation soit signifiée. Elle s'est tournée vers moi. Tu es sérieux, là, Jack? Tu viens ici comme un lâche au lieu de me parler d'abord? J'ai fermé le dossier devant moi. J'ai essayé de parler. Tu n'arrêtais pas de partir. Tu divorces de moi parce qu'on s'est disputé, a-t-elle aboyé. Non, ai-je dit en me levant. Je divorce de toi parce que j'ai cessé d'être marié à toi il y a longtemps. Ça, c'est juste pour le rendre officiel. Boone a poliment désigné la chaise. Si vous souhaitez vous asseoir et écouter, c'est possible. Mais si vous êtes ici pour perturber. J'ai tout à fait le droit de parler. A-t-elle claqué, pointant un doigt vers moi. Il m'a trompé avec ma sœur. Boone n'a pas cligné des yeux. Vous alléguez une infidélité. Évidemment. Avez-vous des preuves? Mélissa a eu un mouvement de recul, a bafouillé. Eh bien, pas physique, mais il l'a admis. Où exactement? A demandé Boone en penchant légèrement la tête. Et était-ce avant ou après que vous ayez fait référence à un mariage libre? Sa bouche s'est ouverte. C'est refermé. J'ai dit ça sous le coup de la colère. Ce n'était pas littéral. Boone a hoché la tête lentement. Je vois. Et plaisantiez-vous aussi dans le brouillon de mail que nous avons récupéré sur votre cloud, adressé à un certain Danny? Celui qui disait, tu me fais me sentir à nouveau vivante. Ou sur les photos tirées de l'Instagram public de votre amie Lee, vous montrant quittant un club à 2h du matin une nuit où vous aviez dit à votre mari que vous étiez à une baby shower? Le visage de Mélissa s'est vidé de son sang. Vous n'avez pas le droit d'accéder à mes affaires privées. C'était partagé via un cloud lié, a dit Boone froidement. Monsieur Taylor y avait un accès légal. Souhaitez-vous contester cela sous serment? Elle a reculé d'un pas, c'est de la folie. Je n'ai rien fait de mal. Les gens flirtent. C'est inoffensif. Et pourtant, vous êtes ici, a dit Boone, faisant irruption dans un rendez-vous juridique, interrompant la procédure et lançant des accusations non fondées. Mélissa m'a regardé maintenant. Sa voix s'est brisée. Tu fais vraiment ça? Oui, ai-je dit. Tu as fait tes choix. Je fais les miens. Ses lèvres tremblaient. Et la maison? Tu penses que tu vas juste rester et me laisser sans rien? Boone a croisé les mains. En fait, oui. Avec une faute documentée et des preuves numériques, le dossier de Monsieur Taylor pour la conservation des biens est solide. Très solide. Je me battrai, a-t-elle sifflé. Boone a souri pour la première fois. S'il vous plaît, faites. Mélissa est restée là, figée sur place, respirant comme quelqu'un qui aurait sprinté pour se retrouver dans une pièce fermée à clé. Puis, sans un mot de plus, elle a tourné les talons et est sortie en trombe, la porte claquant derrière elle. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Boone m'a jeté un coup d'œil.
C'est bien d'avoir obtenu l'aveu si tôt. J'ai hoché la tête. Ouais, c'était efficace. Il a eu un petit rire. Ça va aller plus vite que prévu. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai presque souri. 2 semaines plus tard, nous étions au tribunal. Mélissa était assise de l'autre côté de l'allée, dans un blazer bleu pâle, les cheveux tirés en un chignon serré comme si elle auditionnait pour l'innocence. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois. Ni en entrant. Ni à l'arrivée du juge. Pas même lorsqu'elle s'est assise à côté de son avocat, qui lui chuchotait frénétiquement pendant qu'elle faisait défiler son téléphone. Nathan Boone, en revanche, était calme comme toujours. Il avait un bloc-notes jaune, 2 dossiers étiquetés et cette confiance tranquille à laquelle je m'étais habitué. Alors que le juge s'installait et ouvrait la séance, Boone s'est penché vers moi et a murmuré « Laisse-la parler. Elle fera le reste. » Ça n'a pas duré longtemps. L'avocat de Mélissa a commencé par des affirmations vagues, négligence émotionnelle, comportement contrôlant, un mari de plus en plus distant qui l'avait forcé à l'isolement. Mais quand Mélissa a prêté serment et qu'on lui a demandé de développer, elle s'est brisée comme un miroir qu'on laisse tomber. Je sortais en boîte pour me sentir à nouveau vivante, a-t-elle dit, la voix aiguë et tremblante. Et alors si j'ai dansé avec des gens? Ce n'est pas trompé. J'avais besoin de quelque chose qu'il ne me donnait pas. Il restait juste assis là. Il ne me touchait jamais, ne me regardait jamais. J'avais l'impression d'être marié à un mur. Boone s'est levé, totalement imperturbable. Votre honneur, si je peux présenter la pièce à conviction numéro 5, une déclaration enregistrée dans les bureaux de notre cabinet lors d'une interruption non programmée. Le juge a haussé un sourcil. Vous avez une vidéo? Boone a montré une clé USB. Audio clair, image haute définition. La plaignante est entrée volontairement dans notre réunion et a fait une série d'aveux chargés d'émotions, y compris des références à un mariage libre, des menaces de sabotage et des références à des communications extra-conjugales. Mélissa a pâli. La vidéo a été diffusée en silence sur un écran. Sa voix a résonné dans la salle d'audience, vive et furieuse. Tu ne quitteras pas cette maison avec elle. Je brûlerai tout avant de te laisser partir avec ma sœur. Elle a baissé les yeux, les joues rouges. Son avocat s'est affalé sur sa chaise. Le jugement a été rapide. Transfert complet de la propriété à Jacques Taylor. Voiture, économie. Aucune prestation compensatoire. Divorce prononcé. Mélissa a sangloté doucement dans ses mains. Personne n'a bougé pour la réconforter. Et moi? Je regardais juste. Pas avec triomphe. Pas avec cruauté. Juste avec le silence d'un homme qui avait enfin fini d'attendre que quelqu'un soit la personne qu'elle n'avait jamais été. Il avait plu ce matin-là, le genre de pluie douce et régulière du Texas qui laissait l'air sentir le cèdre humide et le pavé propre. Maintenant, le soleil était de retour, bas et chaud, et j'étais assis sur la terrasse arrière de ce qui était redevenu simplement ma maison. Émilie était assise en face de moi, les jambes repliées sous elle sur la chaise en osier, un verre de vin rouge dans une main, pieds nus, à l'aise. « Tu as vraiment peint cette clôture ?» a-t-elle demandé en montrant avec son verre. 3 fois, ai-je dit. La première fois, c'est quand on a emménagé. Mélissa avait choisi la couleur. Émilie a eu un sourire narquois. Je parie que c'était les nuages antiques ou une nuance de beige prétentieuse. Pas loin. L'un balayé par le vent. Nous avons tous les deux ri. Un vrai rire cette fois. Facile. Sans garde. Mon téléphone a vibré sur la table. Le sien aussi. Nous n'avons pas regardé. Elle m'a jeté un coup d'œil. Elle envoie encore des messages? 3 aujourd'hui, ai-je dit. Hier, c'était 5. L'un d'eux était une photo de notre vieille décoration de Noël. Émilie a levé les yeux au ciel. Trop tard pour la nostalgie maintenant. J'ai pris une gorgée de vin. Elle pensait qu'elle pouvait tout détruire et revenir comme si de rien n'était. Tu ne lui manques pas, a dit doucement Émilie. C'est le contrôle qui lui manque. J'ai hoché la tête. Eh bien, elle peut le regretter en silence. Le soleil a baissé, projetant des ombres à travers les arbres. Émilie m'a regardé un long moment. Alors, quoi maintenant? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être rien. Peut-être juste la paix pendant un moment. Elle a souri. Ça semble être un bon point de départ.
Une autre vibration du téléphone. Cette fois, je l'ai mis en silencieux. Nous ne la connaissions plus, ni sa réponse. Pas maintenant. La vérité avait enfin parlé d'elle-même. Et assis là avec Émilie, entendant les cigales, sentant le calme, pas le genre gênant, mais celui qui ressemble à une longue expiration, j'ai réalisé que la justice ne se montre pas toujours au tribunal. Parfois, elle apparaît sur une terrasse tranquille, dans une voix qui ne tremble plus, et dans une maison qui semble enfin être la mienne. C'était la fin de mon histoire, mais il y a quelque chose qui me trotte encore dans la tête. Émilie a choisi de me dire la vérité sur sa sœur, même si cela aurait pu détruire leur relation pour toujours. A-t-elle bien agi, ou était-ce une forme de trahison? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a un peu captivé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il y en a d'autres à venir.